Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien. J'ai le plaisir de recevoir Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes criminologue, enseignant et vous êtes également écrivain. Pardon. Votre dernier livre, c'était celui-ci, À qui profite le djihad. Je l'ai sous la main. On va parler un peu avec vous de la situation sécuritaire en France. C'est votre spécialité. On a quelques points abordés, l'état de la sécurité, et puis j'aimerais parler avec vous un peu des violences. On a vu qu'il y a eu, pendant la réforme des retraites, des groupes qui sont violents, qui sont réapparus, qu'on avait déjà vu au moment des Gilets jaunes notamment. Et on parlera aussi de la politique de la ville, parce que je crois que c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Tout d'abord, peut-être sur l'état de la sécurité en France. Si on écoute Gérald Darmanin, les choses vont finalement assez bien. Assez bien. Disons qu'il n'y a pas une inquiétude particulière de son côté. Pourtant, on semble assister à un ensauvagement de la société. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez cette évolution? Donc, si vous voulez garder vos économies à la bourse, si vous voulez ne pas vous faire assassiner dans la rue, si vous voulez éviter en général toutes sortes d'ennuis, n'écoutez pas ce que dit Monsieur Darmanin. Il a une réputation bien établie de menteur. Et encore récemment, Monsieur Jadot, l'écologiste, Monsieur Jadot est un homme placide, vous savez, c'est pas un énervé, il est souriant, il est calme. Il éructait en disant on peut pas croire ce que raconte ce type parce que tout ce qu'il dit est faux. Donc, Monsieur Darmanin vit dans un monde purement régi par les médias, les réseaux sociaux, le cybermonde, etc. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait se passe dans ce monde éthéré où on peut dire sur le moment à peu près n'importe quoi sans être sanctionné, puisque bien entendu ça part dans les ondes et ça atteint difficilement ce qui se passe par terre. Cela dit, à terme, il faut se souvenir de ce qu'a dit voilà quand même quelques décennies un important philosophe français peu connu qui s'appelle Clément Rosset. Eh bien, Clément Rosset a dit la réalité est insupportable mais irrémédiable et donc à terme les mensonges se détectent. Voilà. Donc pendant que Monsieur Darmanin nous dit que tout est sous contrôle, qu'il a ordonné, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Sur le terrain, la situation est différente. Il suffit de voir un des endroits où Monsieur Darmanin a le plus fait son show et le plus menti, Marseille, pour voir que les bandits se moquent éperdument de tout ce que peut raconter Monsieur Darmanin, de tout ce qu'a pu leur chanter Monsieur Macron, de tout ce que raconte la pauvre préfète sur place qui est réduite à compter les Maccabées, c'est-à-dire qu'ils continuent à s'entretuer comme si de rien n'était. Dans les cités où, on en reparlera plus tard, mais dans les cités où ces jeunes gens exercent leur talent, il y a chaque semaine des dizaines de milliers chaque mois, des centaines de milliers et chaque année des millions d'euros à gagner et ça les stimule beaucoup plus que les admonestations de tel ou tel politicien ou haut fonctionnaire. Voilà la réalité. Donc, on constate des choses, on les établit, on les prouve, nous avons des bases documentaires dans lesquelles nous entassons des faits. Ces faits sont indéniables, ils sont sourcés, ils ont une origine et les faits en question montrent que plus souvent qu'avant et plus gravement qu'avant, les campagnes sont livrées à des pillards qui volent à peu près tous les métaux, les fruits, les primeurs, les engins agricoles pour les refiler après ça à bas prix dans des pays qu'on dit pudiquement être de l'Est, mais c'est soit les Balkans, soit la zone du nord-est de l'Europe où vous avez des pays encore assez pauvres et où le fait de récupérer un tracteur à bas prix est considéré comme une bonne idée, une bonne nouvelle. Et voilà, donc premièrement, pillage des campagnes. Deuxièmement, le fait que les cambriolages explosent à peu près partout en France,
dans certains départements où on a eu des chiffres récents, dans certains secteurs, c'est plus 70% en mars, les dernières statistiques sur un mois complet qu'on a, plus 70%. 70%, c'est énorme, c'est monstrueux, de mars 2023 à mars 2022. Et bien entendu, déjà en mars 2022, c'était pas terrible. Il y a eu une inflexion de la courbe pendant le confinement. C'est difficile d'aller cambrioler les gens quand on est enfermé chez soi, ou alors on peut sortir, mais on est seul à être repéré par les caméras de surveillance, qui n'est pas non plus extrêmement pratique. Et donc, vous avez explosion des cambriolages, vous avez eu l'explosion des homicides dans les quartiers hors contrôle, c'est-à-dire où la police d'ordinaire et le plus souvent ne fait plus son travail. Vous avez une inondation de cocaïne sur la France, et l'inondation est indéniable là aussi, puisque vous savez qu'il existe des lois économiques qui s'appliquent à toutes les substances, produits en vente, légaux ou illégaux. C'est-à-dire que la loi de l'offre et de la demande, si jamais l'action de M. Darmanin est efficace et si jamais on saisit plus de cocaïne qu'avant en quantité absolue, c'est-à-dire pas un peu plus d'une inondation elle-même toujours plus forte, mais plus de cocaïne, donc s'il en arrive moins sur le marché, fatalement le prix de cette cocaïne ou de n'importe quoi, ou du pot de Nutella ou des caramels mous, si vous avez plus d'une marchandise sur le marché à nombre de consommateurs égal, son prix baisse, et si vous en avez moins, son prix augmente. Donc si monsieur Darmanin disait juste, le prix de la cocaïne augmenterait en France, son prix n'a jamais été aussi bas, ce qui signifie, je parle de prélèvements sur le terrain faits par des services officiels, quoi. Ils disent que maintenant, la cocaïne qui était à 80 € le gramme, je vous donne le prix que vous ne vous fassiez pas rouler la prochaine fois. Donc, si vous avez de la cocaïne qui coûte 80 € le gramme, et maintenant, au plus proche de la source de l'inondation, c'est-à-dire au plus proche de la Belgique et du port d'Anvers et des Pays-Bas et du port de Rotterdam, donc dans le nord de la France, le gramme de cocaïne tombe parfois à 50 € le gramme. Donc, il a baissé de quelque chose comme 30% en 3 ans. Ça veut dire, cher monsieur Darmanin, qu'il y a plus de cocaïne sur le marché et non pas moins. Voilà, la situation, elle est celle-là. Je vous donne des faits avérés qui sont fournis par des administrations publiques ou des services de l'État. Ce ne sont pas des élucubrations. Et donc, comme monsieur Darmanin dit le contraire de ce que dit sa propre administration, fatalement, à un moment ou à un autre, il doit mentir. Et c'est vrai que merci d'avoir dit ça, parce qu'on entend rarement ce discours, et ce sont des questions qui ne sont pas posées à monsieur Darmanin. Maintenant, évidemment non, parce que j'en profite pour dire quelque chose. Maintenant, les journalistes qui seraient censés, de la grande presse, des grands médias d'information qui seraient censés poser ces questions à monsieur Darmanin sont devenus ses employés, à savoir que l'idée de travailler ne les effleurant même plus, ils sont mal payés, c'est une profession ubérisée, donc la seule manière qu'ils aient de remplir leur temps ou leur espace, comment dire, dans leurs journaux ou dans leurs médias, consiste à les quémander des informations au ministère de l'Intérieur. Et il est avéré, là aussi, j'ai le cas précis de journalistes ayant dit, mais quand même c'est pas terrible, regardez ce qui se passe là, se sont fait appeler par le ministère de l'Intérieur et injuriés en disant, toi si tu files pas d'où, on ne te donnera plus d'informations, etc. Et quand ça n'est pas le journaliste qu'on appelle, c'est son rédacteur en chef ou le patron de la chaîne ou le patron de la radio ou le patron du média ou du journal pour lui dire, si tu as envie de ne plus avoir une seule information, tu continues comme ça. Donc il y a eu un chantage à l'information auprès des journalistes spécialisés qu'on appelle police-justice, qui, pour nombre d'entre eux, sont à l'heure actuelle de purs et simples supplétifs du ministère de l'Intérieur. Ils font pas leur boulot. Je vais vous donner un exemple. J'ai passé 10 ans à la rédaction de l'Express dans les années 80-90. À ce moment-là, le cabinet de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, était truffé de gens que je connais bien et qui certains étaient des amis. Quand la criminalité n'était pas bonne en France, je le disais quand même. Ça n'est pas leur faire du chagrin, c'est un service à leur rendre. Comment voulez-vous
si vous avez un diagnostic à faire, et si vous ne faites pas ce diagnostic, comment voulez-vous que la situation s'améliore? Alors, à l'heure actuelle, M. Darmanin et ses copains, ils sont dans la situation, vous savez, dans Blanche-Neige, la méchante reine qui est devant son miroir et qui me dit « Miroir, dis-moi si je suis la plus belle ». Leur miroir leur dit qu'ils sont les plus beaux, et fatalement, à terme, ça ne se terminera pas bien, parce que tout ça est illusoire. Et oui, et d'ailleurs, les Français s'en rendent compte, hein, je vois des récentes études, il y a une majorité de Français qui est très inquiète sur toutes ces questions-là. Alors effectivement, les ministres de l'Intérieur, bon, ils essaient de faire illusion avec des chiffres sortis d'on ne sait où, mais il y a un exemple dont je vais vous parler, c'est effectivement ce qu'on a vu récemment avec par exemple les manifestants contre les retraites ou même à Sainte-Soline, c'est qu'il y a énormément de groupes encore aujourd'hui. Alors les premières manifestations contre la réforme se sont mieux passées et dernièrement ça s'est aggravé, un peu comme pour les Gilets jaunes, hein. Les Gilets jaunes, les premières manifestations, il n'y avait pas trop de problème, puis ça s'est dégradé au fur et à mesure. La question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à repérer, à empêcher des black blocs, des ultra-gauches de manière générale, à s'infiltrer dans des mouvements comme ça et à créer le désordre. Et je voyais un sondage qui est paru chez Cluster 17 il y a 3 jours, je crois, qui disait les Français pensent à 35% que c'est d'abord la responsabilité du gouvernement, et après je crois que c'est 28% les manifestants et 7% la police. Il y a un certain nombre de Français qui ont une défiance vis-à-vis de la police, mais ils sont encore heureusement minoritaires. Et comment vous analysez ça? D'abord, les sondages. Nous avons, comme je vous l'ai dit, une base documentaire dans laquelle on met les faits importants qui peuvent servir à piloter une politique de sécurité en France. Depuis 2 ans, nous avons recueilli des dizaines, peut-être des centaines, j'en ai pas le décompte précis parce qu'il s'en ajoute toutes les semaines, de sondages portant sur les affaires de sécurité, portant sur les affaires de police, portant sur les affaires de justice. En général et en moyenne, 7 Français sur 10 trouvent que ça ne va pas bien. 7 Français sur 10 trouvent que M. Dupond-Moretti fait tout et n'importe quoi, sauf ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire faire en sorte que les coupables soient condamnés, et la condamnation a été prononcée qu'il reste en prison le temps de la dite condamnation et ne soit pas évacué par la porte de derrière au bout de 3 semaines, dans le meilleur des cas. Ces sondages pensent que la politique de sécurité du gouvernement de M. Macron n'est pas bonne, que la politique d'immigration du gouvernement de M. Macron n'est pas bonne non plus, l'un étant dépendant de l'autre, et pour la plupart, et dépendante de l'autre, et c'est compréhensible. Comment voulez-vous que des gens qui soient clandestins dans un pays, qui sont venus par activité criminelle, il n'y a pas un migrant sur 100 sur le sol français qui soit venu à pied par ses propres moyens et qui, après ça, ait pu trouver sur place l'accueil souhaitable. 99% d'entre eux sont l'objet d'un trafic d'êtres humains monstrueux organisé par des gangs africains. Et donc ces gens-là, à qui on promet monts et merveilles, arrivent sur le sol français, sont complètement dépourvus de moyens. Comment voulez-vous qu'ils vivent? Comment voulez-vous qu'ils vivent? Alors, je ne vous dis pas qu'ils ont raison ou tort, je ne cherche en rien à les excuser, je me demande simplement comment vous arrivez vous-même sur un pays étranger dont vous parlez à peine la langue, sans avoir une connaissance des codes de la société, sans avoir un emploi, comment voulez-vous survivre, manger, boire, dormir? C'est pratiquement, en majorité des cas, absolument impossible. Donc, que font-ils? Eh bien, ils vivent sur le dos de la population, qui le supporte de moins en moins. J'ajoute, et je l'ai déjà dit 100 fois, que le fait qu'une migration économique, c'est-à-dire différente de la migration de fuite qui suit une situation de guerre. Quand vous avez une migration en cas de guerre, tout le monde fout le camp. C'est-à-dire les grands-mères, les enfants dans les bras, les parents, etc. Une migration économique, c'est différent. Ceux qui migrent sont des jeunes hommes. Évidemment, puisqu'ils comptent, comme le dit avec émotion, libération, à peu près 10 fois par jour, se faire une vie meilleure. Alors tu parles, tu as vu la vie meilleure, les squats, etc. Donc ils comptent se faire une vie meilleure
en vendant la seule chose qu'ils ont à vendre, leur force de travail. Voilà, ils sont volontaires, ils veulent bien bosser. Alors, ils font des petits boulots pour certains d'entre eux, mais ces gens-là, ça n'est pas le fait qu'ils proviennent de tel ou tel continent à l'heure actuelle, du fait de la situation de la France, de ses anciennes colonies, etc. C'est d'Afrique que ça vient, mais c'est leur situation, la condition dans laquelle ils se trouvent, qui les met dans une position impossible. Quand il y a eu la grande migration des Irlandais sur la côte est des États-Unis, il y a eu une vague de banditisme absolument extraordinaire. Parce que ils pouvaient pas trouver de travail, ils étaient méprisés par la population en tant que catholiques, alors que la population anglo-saxonne était, elle, protestante. Et donc, il y a eu une vague de criminalité énorme. Juste pour qu'on rigole 2 minutes dans un domaine qui n'est pas franchement drôle, en France, du fait qu'au départ c'était des voitures à cheval avec des grillages dessus pour maintenir les gens, le quart de police secours historiquement s'appelle le panier à salade. Hein. Voilà, à Paris, c'est de l'argot parisien. Eh bien, à New York, le panier à salade, comment il s'appelle? Il s'appelle Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais, parce que à l'origine, soit qu'ils soient entretués, soit qu'ils étaient sous comme des bourriques. Voilà, ils étaient ramassés par le panier à salade et amenés au poste de police, Paddy Wagon. Donc vous voyez que les Irlandais, ils sont blancs. Hein, voilà. Donc, malgré tout, le fait, il est criminel que le gouvernement de la France, depuis maintenant largement, même Giscard, hein, le regroupement familial et tout, laisse entrer des gens en ne s'inquiétant pas plus que ça de leur capacité à trouver du boulot. J'ajoute un point important. Il y a des pays en guerre qui sont concernés. Les pays en guerre nous envoient des gens que pour des raisons humanitaires. On accueille les femmes, les vieillards, les bébés. Ça se discute, à condition que la santé publique ne soit pas affectée par cette arrivée. Mais les jeunes hommes aguerris, vous vous rendez compte, un jeune Afghan qui a passé 15 ans dans une milice et qui donc a eu jusqu'alors une vie régie par la brutalité la plus folle, du fait qu'ils avaient en face d'eux des gens qui eux-mêmes n'étaient pas non plus follement sympathiques. Hein. Mais comment les laisser rentrer sans contrôle? Vous avez vu le nombre de problèmes qu'il y a avec des jeunes hommes adultes afghans, les tueries, les viols, etc. Eh bien, c'est parce qu'on les a laissés rentrer sans contrôle. Voilà, la situation s'explique pour ce qu'on appelle la criminalité de voie publique, essentiellement comme ça. Bref rappel, la criminalité, elle est soit commise sur la voie publique, soit c'est ce qu'on appelle la criminalité en col blanc, les gens qui font des fraudes, qui volent les banques, etc., mais avec un joli costume et dans des bureaux. Et troisièmement, maintenant, troisième forme de criminalité importante, la criminalité sur les phénomènes d'environnement, ceux qui empoisonnent les rivières, qui laissent des déchets toxiques, etc. Voilà, c'est les trois grandes formes de criminalité. La criminalité de voie publique est essentiellement lié au phénomène migratoire incontrôlé, et c'est de la responsabilité, et tant que du gouvernement, celui-là, celui du Hollande avant qui n'était pas meilleur, et donc tant qu'ils ne feront pas quelque chose dans ce domaine-là, je veux dire, un enfant de 4 ans comprend que quand le plombier arrive et qu'il doit réparer la fuite d'eau dans la baignoire, la première chose qu'il fait, c'est de couper le robinet d'arrêt de l'eau, c'est-à-dire couper l'arrivée. Autrement, l'eau, elle arrive toujours et le plombier travaille pour des nefles. Voilà, c'est ça qui se passe. Et justement, en fait, les métropoles sont plus ou moins déjà, comment dire, sont déjà submergées, enfin, c'est-à-dire à bout de souffle. Et le phénomène commence à se répandre au-delà des métropoles. En périphérie, dans la France périphérique. C'est assez nouveau quand même. Avant, la France périphérique était un peu préservée et depuis quelques années, ça commence à changer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est encore une colossale finesse du gouvernement qui pense qu'en mettant des petits paquets partout, dans les petites villes, dans les villages même, on va arranger les choses. Pas du tout. À partir du moment où les gens en question sont laissés à eux-mêmes, ne sont pas encadrés et ne sont pas pris en main, eh bien, ils font dans les petites villes ce qu'ils faisaient auparavant dans les grandes. Ça aussi, c'est pas la peine de sortir de l'école normale d'administration pour le comprendre. Alors, vous m'avez parlé aussi du phénomène des violences dans les manifestations, des Black Blocs et tout, et venons-en là. Depuis le début du quinquennat de M. Hollande,
singulièrement avec M. Cazeneuve comme ministre de l'Intérieur, qui passe pour un monsieur propre sur lui avec une jolie cravate, etc., mais qui a été très nocif et très toxique en la matière, on a réservé le meilleur accueil à toute l'extrême gauche et toute l'ultra-gauche. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le fond de leur cerveau, les dirigeants de la gauche réelle, c'est-à-dire de la gauche socialiste, et les dirigeants de la gauche factice, libéralo, gaucho, machin, comme Macron, considèrent que ces gens-là seront leurs derniers défenseurs quand la droite nationale approchera trop du pouvoir. Ils seront leur brigade internationale pendant la guerre d'Espagne. Alors, vous avez quelques centaines, disons peut-être même 1 ou 2 milliers d'individus sur le territoire français qui sont multicartes. Ils sont Antifa le lundi, Black Bloc le mardi, écolo, saboteur le mercredi, etc. C'est eux qui font tout. Voilà. Et donc, à partir du moment où finalement la présence d'Antifa permettait de rassurer un peu la bourgeoisie, vous savez, les bobos, etc., que c'était quand même la guerre d'Espagne, la résistance, tout ça et tout. Romantiquement, ça leur faisait plaisir, donc on les a laissés filer, et pendant des années, on ne leur a fait nulle peine, même légère. Nous avons notre base documentaire, nous cherchons en vain une opération émanant de l'extrême gauche, ultra-gauche, qui a été sanctionnée sérieusement. Contrairement, et à l'inverse, tout ce qui vient de la droite, tout ce qui vient de la droite nationale, tout ce qui vient de réaction de la population dans le domaine de l'autodéfense, tout ça est sanctionné avec une violence vraiment sans pardon, quoi. Vous avez des gens qui étaient dans le sud de la France, des Black Blocs, des gilets jaunes, pardon, qui étaient pour faire. Certains ont mis le feu, mais ça, les gauchistes et les Black Blocs, etc., le font toutes les semaines. Ils ont pris des années de prison ferme. Vous avez un malheureux père qui était tout seul chez lui avec sa petite fille de 3 ans, qui tire au fusil de chasse dans la nuit parce qu'il y a des cambrioleurs qui sont en train d'arriver chez lui, des cambrioleurs dont on dit gentiment, vous savez, issus de la diversité, etc., eh bien, il a été traîné en prison, des boulangers qui ont voulu empêcher des cambrioleurs ou des braqueurs qui se sont retrouvés avec les menottes au poing par les gendarmes, conduits comme des gangsters, enfin, comme les gangsters ne le sont plus. Donc, la répression de tout ce qui touche à la droite, que ce soit des actes bénins comme des coups de poing dans la figure, ou alors des prises de parole, ou alors des banderoles, ou alors des actes d'autodéfense, sont traités par l'actuel gouvernement avec la sauvagerie la plus totale, et tout ce qui est d'extrême gauche est considéré comme finalement des petits jeunes bien sympathiques qui font le job qu'on n'aura pas à faire si jamais la droite arrive trop près du pouvoir. La réalité, c'est celle-là. Et quand M. Darmanin nous dit l'ultra-gauche, ils sont violents, etc., bah, bien fait pour lui, parce qu'ils les ont laissés faire depuis à peu près 10 ans. Voilà, depuis le début du quinquennat de M. Hollande, ils ont eu la bride sur le cou. Alors, la criminologie, c'est simple, c'est enfantin. Au début, le théorème de base, un enfant de 4 ans peut le comprendre, c'est les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Quand on ne les arrête pas, ils continuent. Eh ben voilà, donc aujourd'hui, le gouvernement de M. Macron, Darmanin et consorts récolte ce qu'il a semé, lui et le prédécesseur Hollande, depuis une décennie. C'est rien d'autre que ça. On les laisse faire, ben ils continuent, ils cassent tout. Mais oui, et on a l'exemple un peu à Grenoble, ici, où effectivement l'extrême gauche est assez présente, hein, c'est un peu un bastion. Mais effectivement, il y a des militants qui sont agressés, de l'UNI, des Républicains, de Reconquête, même récemment des Patriotes dans les manifs contre les retraites. Et effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une forme d'impunité. Enfin, vous l'avez évoqué, hein, mais c'est vrai que des militants de l'UNI à Grenoble qui ont été agressés, il y a eu des travaux d'intérêt général, je crois, pour oui. Et récemment, il s'est passé quelque chose d'affreux. J'espère que vous avez le cœur solide et que vous êtes un homme brave et courageux. Il y a eu une émeute de Dieu sait trop qui dans l'est de la France, et un émeutier
qui étaient convaincus, qui avaient été pris sur le fait, l'État policier montrant ici sa gueule hideuse, il a été condamné à 5 jours amende à 5 € et, tenez-vous bien, à la confiscation de sa matraque. Vous voyez l'État policier se déchaîner comme ça. Bon, c'est des sottises. Naturellement, il nous amuse avec des sottises comme d'habitude. L'impunité règne, et que ce soit à Grenoble ou ailleurs. Et on a même vu des choses qui sont gravissimes sur le plan du droit. On a vu la culture de l'excuse arriver dans le domaine du droit. Il y avait des petits bourges, vous savez, qui vont casser des trucs en disant « Ah, le climat, machin, etc. » Ils avaient accompli des actes illicites. Mais ils ont été élargis par le tribunal, les juges ayant disposé qu'on ne peut pas condamner des gens qui finalement se battent pour le sort de la planète. Alors à ce prix-là, bientôt, vous allez avoir des gens qui vont égorger leurs voisins en disant que il leur plaît pas, en disant oui mais vous comprenez, c'était pour la cause, etc. C'est ce qui s'appelle, c'était connu dans le temps, c'était dans l'Église, vous savez, c'était l'Église après ça la morale de l'intention. On peut pas vraiment condamner un individu quand ses intentions sont pures. Voilà, j'avais l'intention de bien faire, je comptais débarrasser la planète d'un pédophile, je me suis trompé, c'était le père de famille de base qui avait rien à voir, mais comment le condamner? Parce que ses intentions étaient pures, qu'il voulait lutter contre le mal. Alors à l'heure actuelle, on a un peu un retour à la morale de l'intention médiévale, et tout ça est très grave parce que le compte n'y est pas sur le plan juridique. Et alors moi, en fait, j'avais une double question. C'est pourquoi il y a, parce qu'on les connaît finalement, tous ces militants, je pense qu'on est capable avec tous les réseaux qu'on a. La police fait quand même son travail, enfin je veux dire, et les Black Blocs, par exemple, il y a une partie qui vient de l'étranger, il y en a qui sont en France, mais quand il y a des grands rassemblements à Sainte-Soline, par exemple, il y en a qui viennent de l'étranger. Il y a pourtant une coopération entre les différentes polices, et de manière générale sur la sécurité, sur l'impuissance publique. Est-ce qu'on ne peut pas agir ou est-ce qu'on ne veut pas? C'est ça en fait la vraie question. Alors, vous savez, dans la vie, il y a rarement des conspirations. Les Français ne sont pas un peuple de conspirateurs, à savoir que des gens se réunissent pas dans une pièce secrète par une nuit sans lune, etc., pour décider des choses monstrueuses affectant le sort de l'humanité souffrante. Mais il y a à la fois de l'impéritie, du manque de professionnalisme, et puis deuxièmement, le fait de ne se sentir pas tellement légitime que ça, et donc de ne pas oser se servir des instruments qu'on a à sa disposition. Je peux vous dire de la façon la plus formelle, j'ai vu des choses, que la préfecture de police de Paris connaît un par un tous les gens qualifiés de Black Bloc de la région parisienne. Elle les connaît, ils sont fichés. La police infiltre ce genre de milieu séculairement. Tout le monde connaît un grand romancier et poète français qui s'appelle Louis Aragon, communiste mais grand auteur quand même. Louis Aragon avait un père qui s'appelait Louis Andrieux. C'était un enfant illégitime de Louis Andrieux. Et Louis Andrieux, qui est un des grands personnages, vous savez, Ratzoc de la Troisième République, a été pendant 2 ans, 3 ans, je ne sais plus trop, préfet de police de Paris. Et après ça, il a écrit ses mémoires. Il a écrit ses mémoires vers 1885. Dans ses mémoires, il dit tout. C'était un homme jovial, heureux de vivre, donc c'est même bien écrit, c'est assez drôle, il écrit ses mémoires, il dit voilà, alors moi, préfet de police, j'ai des fonds secrets dont j'ai à rendre compte à personne. Et donc je recrute des sources, des indices dans la population. Alors les moins chers, parce qu'ils ont des petits moyens, c'est les anarchistes, les communistes, les socialistes, tout ça. Et bon, alors après ça, ils nous racontent tout ce qui se passe et puis on en tient compte. Alors c'est un peu plus cher chez les monarchistes et chez les bonapartistes parce qu'ils viennent de la bonne société, donc ils nous coûtent un peu plus de sous. Mais donc ils racontent ça un peu en rigolant et on le sait, ça fait depuis le 19e siècle que ces milieux-là sont truffés d'indicateurs. Dans le cas des Black Blocs ou des anars, etc., d'autant plus que c'est un milieu extrêmement putréfié.
que dans leur sein, les voleurs, les gens avec des pratiques libidinales un peu déviantes abondent, qu'il y a parmi eux des drogués, etc., et que c'est un bonheur d'y recruter du monde. On sait tout. Encore autre chose, l'Europe vaguement quand même existe au niveau policier. Hein. Donc, je peux vous dire que quand 3 Black Blocs arrivent d'Allemagne ou de Suisse ou de Belgique, la préfecture de police est prévenue. Elle a l'autoroute qu'ils vont prendre et les plaques d'immatriculation des voitures. Ces gens-là sont aussi infiltrés et fliqués chez nos voisins que chez nous. Donc, si on veut les arrêter, les mettre... on n'est pas en Corée du Nord, il ne s'agit pas de rouvrir le goulag, hein, mais simplement les interpeller à 6 heures du matin et leur poser des questions jusqu'à la fin de la manifestation et de les relâcher ensuite, on peut le faire. On peut très bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de Black Bloc dans les rues. Alors après ça, la Ligue des droits de l'homme peut couiner, même leurs avocats peuvent intervenir. On voit après, mais moi, pour le moment, Paris n'a pas été mis à feu. Paris ou toute ville de province n'a pas été mis à feu et à sang. Donc on le sait tout ça. Tout ça est sans problème. La question de la sécurité en France dépend d'un paramètre et d'un seul, la décision politique. La France a un président de la République. Si le président de la République fait venir le préfet de police, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice en disant « j'attends de vous que premièrement, deuxièmement, troisièmement », c'est fait. La France a une bonne police, elle a une bonne gendarmerie. Si on leur dit de faire leur job, ils le feront. Seulement, tous ces gens-là sont disciplinés, il leur faut des ordres. Or, à l'heure actuelle, les ordres sont absents. C'est le seul problème. C'est un problème de décision politique. Et c'est, oui, en fait, parce que même sur le plan juridique, on a les moyens de... La loi est quand même assez bien faite, on n'a pas besoin de faire des nouvelles lois tous les jours. Le problème, c'est qu'il y a entre le binôme justice et intérieur, ne fonctionne pas. Non, mais c'est simple. Une bombe, une loi, une bombe, une loi en matière de terrorisme. Tout ça est inepte. Nous avons un code pénal. Il suffit de s'en servir. Je vais vous donner un exemple du quotidien. Toutes les nuits, quelque part en France, vous avez une émeute ou dans un quartier un peu hors contrôle, il y a des gamins qui tirent des mortiers sur la police, etc. Il existe un article du code pénal qui dispose que, naturellement, 9 sur 10 de ces gamins-là sont des mineurs, évidemment, puisque grâce à la Taubira, maintenant, les mineurs sont devenus à peu près intouchables. Que font les narcos, que font les voyous, que fait tout le monde dans le domaine de l'illégalité? On met les mineurs en avant. Alors, à cet âge-là, ils sont un peu excités, ils ont envie de se mettre en valeur, etc. Tiens, va voir là-bas, et puis tire le mortier sur la police. Or, tout parent d'un mineur, que celui-ci soit le père naturel, soit le père adoptif ou le tuteur, un individu qui a la puissance paternelle sur un mineur et qui le met en état de danger, écoutez-moi bien, physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Aujourd'hui, demain, vous avez le petit X là qui est chopé à 15 ans. Enfin, je ne suis pas en train de raconter des sornettes. À Marseille, la semaine passée, ont été assassinés des gamins de 14 et 15 ans qui traînaient sur un lieu de deal à 1 heure du matin. Qu'est-ce qu'ils foutent sur un point de deal à 1 heure du matin? Vous pouvez me dire ça? Eh bien non, ils étaient en train de guetter pour le compte des... Voilà. Mais donc, le gamin en question, celui qui a été tué à Marseille, est mort parce que ce chef d'inculpation-là n'est jamais employé en France. Il n'est jamais employé. Il n'y a pas à l'heure actuelle en France je connais énormément de juges, hein, vous savez, à l'Institut de criminologie, le nombre d'étudiants que j'ai eu, de magistrats avec qui je suis en contact. Bon, ils me disent non, nulle part. Vous avez cet article qui dispose que la puissance paternelle, 2 ans de prison, 30 000 ou je ne sais plus trop, 30, 40 000 € d'amende, mais le premier qui prend cette peine-là
les gamins sont maintenus à la maison après ça. T'es fou, t'as vu ce qui est arrivé à Trucmuche, là, mais t'as pas envie que je file en prison, allez hop, reste à la maison ce soir. Voilà, on résout déjà la moitié du problème. C'est pas le problème d'avoir des lois, c'est le problème de les appliquer. Hein. Vous savez ce que disait Napoléon de la guerre? Il disait la guerre est un art simple et tout d'exécution. Il suffit pas d'avoir des trucs en théorie, il faut vraiment aller prendre la colline là-haut. Il faut le faire, quoi. C'est tout simple. Alors, on ne le fait pas à l'heure actuelle. Oui, puis en fait, et puis la justice manque de moyens par rapport aux autres pays, et ça aggrave peut-être la situation. Ça n'arrange pas les choses, mais symboliquement, vous savez, les criminologues, on va sur le terrain. J'ai été des dizaines de fois dans des banlieues, etc., parce que j'y connais des gens, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai été au contact. Hein. Ce sont des lâches. Ils sont toujours dans les émeutes, ils sont toujours 30 sur 2 flics, etc. Et puis, leurs parents sont pas plus braves que ça non plus. Donc, les premiers qui choperont, on veut pas la mort du pêcheur, 2 ans de prison, c'est énorme, hein, mais 6 mois simplement, et même avec sursis, en disant la prochaine fois c'est ferme, eh bien les gens restent chez eux. Donc déjà, c'est pas la peine, vous savez, il faut bien se dire que les gens sont sensibles à la menace et à l'avertissement. Si on les avertit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que par derrière ça tombe pas, bon, ils disent c'est du pipeau, je m'en moque. C'est les menaces à la Darmanin, c'est vrai. Darmanin, Pinocchio, vous savez, hop, il dit des trucs, après ça il les oublie. Mais si vous avez quelque chose qui est vraiment fait, enfin, en tant que père de famille, si vous dites attention, si pas ceci, alors cela, vous le faites pas 3 fois, le gamin il dit ok, ça y est, c'est bon quoi. Donc dans les rues des banlieues, tous les petits jeunes qui sont là-bas ne sont pas forcément tous des docteurs en physique nucléaire, vous voyez, ils ont un entendement des choses des fois parfois un peu basique, et donc quand on leur dit qu'il faut pas faire ça et qu'ils voient jamais la sanction par derrière, eh bien ils continuent. Il s'agit pas de faire des trucs nouveaux, il s'agit pas d'avoir un policier de plus, ni un gendarme de plus. La justice, c'est différent. La justice manque d'ordinateurs, de photocopieurs, c'est une horreur, quoi. Ils sont complètement délaissés. Mais si, pour le reste, pour l'appareil d'État répressif, pour la chaîne pénale, il y a ce qu'il faut à condition de s'en servir. Dans le temps, il y avait une publicité qui disait les piles Wonder ne s'usent que si l'on s'en sert. Eh ben, quand on s'en sert pas, eh ben voilà, il y a pas de, rien n'arrive. Il faut se servir des instruments. Il faut s'en servir naturellement. Les criminologues, vous savez, on a un livre rouge, comme dans le temps les maoïstes, c'est le code pénal. Il faut s'en servir dans les limites de ce qui est permis. La France est un État de droit. C'est bien, ça nous évite de tourner au Far West. Il faut garder l'état de droit, mais il faut appliquer les choses. Quand les gens ne font rien, il ne faut pas les persécuter. Quand ils font, eh bien, il faut d'abord les avertir et après ça les sanctionner. Ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle. Oui, effectivement. Alors, je voulais aborder un dernier point avec vous qui me paraît important. Vous y avez fait allusion d'ailleurs. C'était la politique de la ville, ce qu'on appelle la politique de la ville depuis 40 ans dans les quartiers. Et depuis François Mitterrand, hein, à peu près. Et cette politique de subvention qui donne énormément d'argent dans ces quartiers semble un échec total. Et d'ailleurs, c'est là où se développe énormément de trafic. Et je voulais, si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que je sais que vous travaillez aussi beaucoup là-dessus. Oui, ce qu'on appelle la politique de la ville depuis 1982, hein, et singulièrement depuis la visite du président Mitterrand aux Minguettes à Vénissieux, à côté de Lyon, en 1983, consiste, pour aller vite, à verser de l'eau dans un trou. On verse de l'eau dans un trou, c'est-à-dire qu'on envoie de l'argent, on ne sait pas trop ce qui devient, on espère acheter la paix sociale en priant le Seigneur, quel qu'il soit, que les brigands voudront bien se tenir tranquilles. C'est ça. 1983, Mitterrand va aux Minguettes, il fait des promesses. Il n'y a pas un mois aux Minguettes, il y a encore eu des émeutes. Peu de temps avant, il y avait eu un individu assassiné au pied d'une tour dans une querelle de vin. Voilà, rien n'a été fait en 40 ans d'efficace. La politique de la ville a été réduite à une politique de l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire qu'on refait sans arrêt des maisons ou des immeubles, ce qui est très bien. Tout le monde sait, je veux dire, il n'y a pas
une personne au monde qui soit en contradiction avec l'idée qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Donc le fait d'être mieux logé plutôt que mal logé, ça me va bien, ça va bien à tout le monde. Ça ne résout pas le problème criminel. Et quand on améliore l'habitat et rien de plus, on finit, c'est à peine une boutade, par avoir les bandits les mieux logés du monde, et puis ils continuent en dehors de ça leurs petites affaires. Récemment, 40 ans après les Minguettes et Mitterrand, un nouveau préfet arrive à Bordeaux. Le préfet va aux Aubiers, qui est un coupe-gorge notoire de la périphérie de Bordeaux, où le bureau de poste a brûlé, où un gamin s'est fait tuer dans des bagarres de bandits, etc. Et il arrive sur place. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il comprend que c'est des pauvres, que c'est des gens malheureux. Sous-entendu, ce préfet adhère à l'idée que la société est méchante et que les gens là-bas sont des sortes de héros du quotidien et que s'ils n'étaient pas maltraités, ben, ils s'arrêteraient de s'entretuer, etc. Et il annonce surtout, après avoir dit ces absurdités-là, que 40 ans de faits concrets démentent. Moi, je veux bien qu'au début, en 82, 81, on ait pensé que, bon, alors voilà, ils sont peut-être mal logés, alors on va remédier à ça. Mais 40 ans de faits le démentent. À l'époque de Mitterrand, il y avait 20 quartiers hors contrôle. Aujourd'hui, rien que les plus graves, il y en a 200. Enfin, écoutez, vous avez un enfant. Cet enfant est malade. Vous allez voir le médecin. Le médecin vous dit, je vais arranger ça. Le gamin avait 38, il a 39, il a 40. Au bout d'un moment, vous changez de médecin quand même. C'est pas ça que vous attendez. Vous attendez que ça revienne à 37, hein, bien entendu. Et donc là, les choses s'aggravent sans arrêt. Et là, le préfet de Bordeaux, mais au secours, dit alors voilà, on va améliorer l'habitat, je vais consacrer 100 millions d'euros à mieux loger des gens qui sont soit persécutés par des bandits, soit des bandits eux-mêmes. Enfin, écoutez, dire là, c'est l'agriculture soviétique, vous savez. Un peu de collectivisation a mis par terre l'agriculture soviétique, plus de collectivisation encore résoudra sans peine ce léger problème. C'est ça. La politique de la ville, c'est de l'agriculture sous Staline. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que plus on s'enfonce dans la sottise, et plus on dit « Ah, j'ai compris, on n'en a pas fait assez, on va en rajouter encore ». Ce sont des repères de bandits, ce sont des repères où les élus sont souvent élus avec la complicité des chefs de clan qui poussent les électeurs dans la bonne direction. Récemment, pendant la dernière élection importante, nationale, présidentielle ou quelque chose comme ça, un reportage dans un journal local a été fait à Marseille où une dame, pour sortir de son immeuble et pour aller voter, avait à demander de l'autorisation de la milice des narcos du quartier. Mais je vais voter, bon, ça va, tu peux y aller, voilà. Mais, enfin, peut-on parler de démocratie dans ces conditions-là, quand c'est conditionné dans certains quartiers, dans les élus, eh ben, les gens qui les élisent, c'est ceux qui ont eu le droit d'aller voter. Vous vous rendez compte? Et puis, le récit en question est fait par un journaliste des grands médias, vous savez, c'est pas du tout un extrémiste et tout. Ouais, il dit, mais il était même un peu choqué lui-même en disant, bah, son fils est venu la chercher, mais pour qu'il rentre avec sa voiture, il a fallu qu'il passe la barricade des narcos en disant, qu'est-ce que tu vas faire toi, etc. Bah, je vais chercher ma mère. Pourquoi elle doit sortir ta mère pour aller voter? Ah bah oui, très bien, ouais, vas-y, voilà. En France, en 2022. Donc, ça n'est pas normal. Voilà, je le dis très clairement, ça n'est pas normal. Alors, que faire? Eh bien, c'est simple. Ça fait 20 ans qu'on nous bassine avec les quartiers perdus de la République. On sait où ils sont. Le renseignement territorial, il vous donne la liste tout de suite. Ça prend 5 minutes. Hein. Le président de la République, il dit, je veux la liste des quartiers hors contrôle. Le ministre de l'Intérieur demande, il n'a pas loin à aller. Vous savez, c'est place Beauvau et puis l'Élysée, il suffit de traverser la rue. Donc, même s'il y va à pied, ça lui prendra 5 minutes. Hein, t'as d'itinéraire que j'ai fait quelques fois dans ma vie, donc j'ai reconnu le terrain, c'est pas dangereux, on peut y aller, ça grouille de flics, c'est très tranquille. Et donc, il lui donne la liste. À partir de ce moment-là, eh ben, il suffit de dire, ben voilà. Là aussi, un enfant de 4 ans comprendrait que ça sert à rien que le 16e arrondissement et le 8e grouillent de flics, alors qu'il n'y a pas un policier dans les cités en question, ou un gendarme. Il y a des quartiers qui pleurent depuis 20 ans pour avoir un poste de police. Ils ne l'ont pas. Ils ont peur d'y aller. Ah ben, il faut que les dirigeants de ce pays aient un peu de courage, qui disent « Monsieur machin, alors voilà,
Je sais que ça vous plaît pas trop d'aller là-bas, mais vous allez y aller quand même. Autrement, je me ferai un plaisir d'accepter votre démission, d'en mettre un autre peut-être un peu plus courageux. Et je veux que dans le quartier en question, on entende voler une mouche et pas les rafales de Kalachnikov. Raymond Aron, il y a dans les années 90, a donné une définition claire, simple et précise de ce que c'est que l'État-nation. La France est un État-nation. Qu'est-ce que c'est que l'État-nation? Raymond Aron a donné cette définition: en paix à l'intérieur, respecté à l'extérieur. La France n'est pas en paix à l'intérieur. Les gens qui devraient faire ce job-là, faire en sorte que la France soit en paix à l'intérieur, ne le font pas. Eh ben, on les remplace par d'autres qui seront capables de le faire. C'est aussi simple que ça. Moi, en tant que criminologue, je n'ai pas à aller plus loin et à dire ceci ou cela. Je peux simplement dire que ce pays n'est pas en paix. Les paysans sont pillés, les gens des banlieues sont obligés de courber baisser la tête et tourner le regard devant des voyous qui les narguent. Les policiers se font écharper à peu près partout. On ne peut pas dire que ça va très bien, quoi que nous chante Monsieur Darmanin. Oui, parce que M. Darmanin parle d'intervention, etc. Mais en fait, le vrai problème, vous l'avez un peu abordé, hein, mais je voulais quand même le redire, c'est effectivement que si les commissariats de police ne sont plus dans les quartiers, donc ils interviennent de façon sporadique, quelques heures, puis après le trafic reprend. Et c'est un des principaux problèmes, non? Et c'est là aussi, enfin écoutez, c'est simplement, on peut pas, même après avoir fait l'ENA, on peut pas être aveugle à ce point-là. Voilà, c'est simplement pas possible. Chacun sait que quand il y a un problème, quand vous avez une fuite de gaz dans votre immeuble, le plombier va pas réparer ça 6 immeubles plus loin parce que ça lui paraît plus sympa. Il faut aller à l'endroit où est le problème. Toute l'expérience humaine est fondée sur le fait de régler les problèmes à l'endroit où ils se trouvent. Enfin, c'est enfantin à comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les commissariats ou les postes de police ou les gendarmeries là où c'est plus tranquille pour le confort des policiers. Enfin, rendons justice à ceux qui ont tenté de faire quelque chose. Jospin a essayé de faire bouger la carte de l'implantation de la police et de la gendarmerie sur le sol français. On s'est rendu compte à cette période-là, c'était dans les années 90, que la carte d'implantation des commissariats en France n'avait pas bougé depuis la première fois où on avait fait telle carte, c'est-à-dire sous un gouvernement Darlan à Vichy. On n'avait pas touché. Entre la fin de la Troisième République et du régime de Vichy et les années 90, il s'est passé ce qui s'appelle les 30 Glorieuses. Pratiquement la moitié de la population a bougé sur le territoire français. On a pris dans les campagnes profondes des gens qu'on a fait monter pour l'industrialisation et les gens des centres-villes sont partis s'éloigner un peu des centres-villes où c'était trop pollué. Énormément de la population a bougé. Pendant ce temps-là, on n'a pas touché à la carte des commissariats. Vous vous rendez compte? Quelle impéritie! Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut fliquer tout le monde, mais je dis que tant qu'à faire, à force égale de police, il vaut mieux qu'il soit là où c'est utile plutôt que là où il se passe rien, quoi. Et puis, naturellement, comme les bandits viennent des cités hors contrôle, quand vous mettez la police là, ça résout en même temps le problème de la délinquance dans les beaux quartiers. Parce que d'où ils viennent, les bandits des beaux quartiers? C'est pas des habitants du quartier eux-mêmes, c'est des gens qui viennent des zones non contrôlées, évidemment. Quand vous avez dans le 15e arrondissement de Paris, il y a un an, le Kiyuri qui se fait massacrer par une bande de petits voyous, d'où ils viennent? Ben, ils viennent de la banlieue hors contrôle. Ils viennent pas du ciel, ni de Tashkent. Ils viennent de l'endroit où les problèmes se passent. C'est là où il faut mettre la police. À budget égal, il vaut mieux mettre les gens là où on en a besoin, à effectifs égaux, là où ça sert à quelque chose, plutôt que là où ça sert à rien. Alors voilà, mais je crois que c'est... Monsieur Macron, Monsieur Dupond-Moretti et Monsieur Darmanin sont tétanisés, terrifiés par le syndrome de Malik Oussekine. Vous savez, s'il y en a un qui se retourne un ongle, ça sera trop horrible, etc. Eh ben, on touche à rien, on bouge pas. Alors, naturellement, je vais vous dire quelque chose qui est simple. Quand un problème est bénin, il finit par passer tout seul. Quand un problème est grave, il ne peut que s'aggraver. Donc, attendons, vous allez voir, ça n'ira pas mieux. Oui, c'est sûrement ça qui fait qu'ils n'agissent pas, effectivement, le syndrome Osekine. Mais parce qu'en fait, par exemple, moi je pense que politiquement, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils auraient
tout a intérêt à agir malgré tout, parce que si je prends un exemple, Sarkozy, il a fait un mandat, il n'a pas été réélu. Je pense que s'il avait réellement passé le Karcher, il aurait été réélu en 2012. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons qui ont fait que, mais je pense que s'ils avaient le courage politique, la population en serait reconnaissant. Les voyous sont réalistes, ils voient clair. Et donc, que s'est-il passé avec l'histoire du Karcher? Ces propos ont été tenus par M. Sarkozy en cours d'année. La fin de l'année d'avant, il y avait déjà eu 900 voitures qui avaient brûlé dans les banlieues, vous savez, du style la fête de, voilà, on marque notre territoire en cramant des bagnoles. Eh bien, M. Sarkozy a dit, vous inquiétez pas, on va passer le Karcher. Les voyous, ils ont attendu. Et puis, ils n'ont rien vu venir, ce qui fait que au nouvel an suivant, il y en a eu 1500 voitures qui ont brûlé. Voilà, quand on fait rien, voilà ce qui se passe. Quand on fait des propos avec sa bouche et que ça ne suit pas derrière, eh ben, les voyous, ils disent ouais, c'est un bouffon, lui. Et puis, naturellement, ils remettent les bouchées doubles. Pourquoi? Parce que les menaces non suivies des faits, je ne dis pas qu'il faut menacer, mais quand on le fait, si ce n'est pas suivi des faits, vous passez pour un clown. Voilà. Vous voyez, Monsieur Darmanin, il descend à Marseille, j'exige, je veux, machin, etc. Les mecs disent qui c'est lui? Et puis après ça, voilà. Enfin, une question, mais je la pose, c'est une question rhétorique, parce que poser la question, c'est y répondre. Quand vous avez un individu avec une jolie cravate qui vient faire le pitre pendant 1 heure dans une cité montée sur une estrade dressée à cet effet après qu'on ait tout nettoyé par terre, hein, les villages Potemkin, donc Monsieur Macron, alors il arrive là, ou Monsieur Darmanin, ou voilà, ils arrivent là, ils disent j'exige, je veux, etc. Et puis 1 heure après, ils sont remontés à Paris. De qui vous avez peur quand vous habitez la cité? Du caïd local qui a 30 types armés autour de lui et qui peut vous tuer si jamais vous lui tenez tête? Ou vous avez peur du pitre qui est monté sur son estrade et qui est venu et reparti en 1 heure? Comprenez ça? Eh ben voilà. Pareil pour Erignac, qui sont venus en disant tu es un préfet de la République, c'est odieux, Jospin et puis comment dire, Chirac, la société de protection des énarques, là, qui sont venus défendre un autre là sur place qui avait été tué. De qui vous avez peur? 1 heure après, ils étaient repartis à Paris. Vous habitez dans la ville en Corse, vous savez très bien qui sont les tueurs sur place, tout le monde connaît tout, hein. Voilà, Mao Tse-tung, qui est un sinistre satrape stalinien, mais qui était un grand chef de guerre, disait « L'œil du paysan voit juste ». Les gens, à la base, ils voient, ils sont là, ils voient tous les jours. Ils savent qui deal, ils savent qui menace, etc. De qui vous avez peur? Voilà, il faut arrêter ce cycle-là où des gens commandent de très loin et de très haut et ça descend pas jusque par terre, vous comprenez. Si on fait descendre les choses jusque par terre, le code pénal, ça marche très bien, ça suffit, à condition de l'appliquer avec mesure, avec des magistrats, sans problème. On n'est pas en Corée du Nord, mais là, zéro. On vous parle, Darmanin encore, il y a eu une manifestation, il y a eu des violences, il y a eu 171 interpellations. Sur les 171, vous avez 168 qui sont relâchés dans la nature tout de suite et 2-3 qu'on va enquiquiner quelques jours et qui en tireront une gloire de oh, j'ai été chez les keufs et tout. Voilà, donc il ne se passe rien. Combien des gens interpellés dans la manif sont encore détenus ou soumis à une quelconque pression judiciaire 1 semaine après? 1% peut-être. C'est le syndicat des commissaires qui le dit. Ils en ont un peu marre, d'ailleurs. Écoutez, Monsieur Hofer, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on discute. Je crois qu'on on a pas mal de points. Hein, il y avait des choses à dire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On pourrait continuer encore. Non. Voltaire, dans un très bel Alexandrin, a dit « Le secret d'ennuyer est celui de tout dire ». Alors, on ne va pas dire cette fois-ci, et puis s'il faut, dans l'avenir, on y reviendra. Exactement. Et pour conclure, moi, je voudrais revenir sur la phrase que vous avez de Raymond Aron que vous avez prononcée et qui, à mon avis, est très juste. En paix à l'intérieur, respecter l'intérieur. Et je crois, malheureusement... paix à l'intérieur, respecter à l'extérieur. C'est ce que j'ai dit, non? Oui, j'ai dit en paix à l'intérieur et respecter à l'extérieur. En paix à l'intérieur, c'est compliqué. Et respecter à l'extérieur, eh bien... On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est une autre histoire, ça aussi. Compliqué. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je remercie ceux qui nous ont suivis et puis surtout partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne
mettez un commentaire si vous le souhaitez. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.